Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10, lien et code en description. Retour au podcast. Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode et nouveau format aussi. Ça fait un petit moment que vous l'avez découvert, format court 2000%. On prend le temps sur 20 à 40 minutes pour parler d'un sujet de façon très précise. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir déjà, on est tous les trois de se retrouver, Vincent, Pierrot. Ça fait un petit moment, je crois qu'on n'a pas tourné un épisode ensemble tous les trois, donc ça va les gars? Ça va super, en forme. Ouais, Et nickel. aujourd'hui, Et content de retrouver Anthony. Bah, je me taisais, j'attendais, mais bonjour à tous les 3. Ouais, et très ravi, aussi de vous retrouver tous les 3, ouais. Ben, merci Anthony aujourd'hui d'avoir accepté notre invitation. Donc on va parler du café. Est-ce que c'est bon, mauvais pour la santé? On entend beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit pour le sommeil, la santé cardiovasculaire. Donc on va vraiment essayer d'aller chercher toutes les informations, faire un condensé pour derrière se faire une idée. Donc Anthony, on t'a déjà reçu. On va te laisser quand même te présenter pour nos auditeurs. Vas-y, je te laisse la parole. Bah, rapidement, Anthony Berthoud, donc je suis, nutritionniste et effectivement je me suis, spécialisé sur, vraiment la vision systémique de l'alimentation, parce qu'on entend un petit peu, tout et son contraire quand on parle de nutrition et d'alimentation. Si on monte d'un cran, parce que finalement, la nutrition, c'est une composante de l'alimentation. Et notamment quand j'ai commencé à enseigner à l'École polytechnique de Lausanne sur les projections 2050, donc les enjeux mondiaux 2050, où là, ça m'a demandé de prendre justement beaucoup de hauteur par rapport au discours qu'on peut donner en matière de santé individuelle. Parce qu'effectivement, voilà, on va aborder un sujet sur le café, si je me trompe pas par rapport à ça, et on va y venir, mais finalement, en fonction de la priorité qu'on va donner au conseil, on peut parfois donner des recommandations qui sont opposées. Donc voilà, je me suis beaucoup posé de questions sur ce sujet. J'ai écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Le traité de la pleine santé par l'alimentation durable, qui compile plus de 10 000 publications. Et pourquoi je parle de celui-ci? Parce que voilà, bah, c'est celui-là. Donc 1,6 kg, il donne souvent je le synthétise comme ça plus qu'en nombre de pages, mais il est le reflet en fait de mon activité. C'est-à-dire de poser au maximum à plat toutes les croyances qu'on peut avoir autour de la nutrition pour voir ce que dit la littérature récente sur le sujet et essayer d'extraire un conseil qui se veut le plus résilient, le plus global possible par rapport aux différents critères, quoi. Ben, merci beaucoup Anthony d'avoir accepté notre invitation pour ce deuxième épisode. C'est vrai que pour nous, je parle au nom des garçons, mais je pense que tu es une vraie référence en termes de nutrition, donc merci encore. Et Pierre était un grand fan de tes livres, hein. D'ailleurs, il nous a montré le bouquin, donc encore un grand merci. Donc Bah, pour cet merci. épisode, on voulait vraiment parler du café. Je pense que en plus, tous les trois, je sais pas toi Anthony, mais on boit régulièrement du café en plus, donc ça va être intéressant. Je pense que nos auditeurs aussi. Donc, avant de commencer, quels sont les types de café? C'est vrai qu'on est un peu perdu aussi par rapport à ça. Il y a l'arabica, il y a le robusta. On trouve aussi après différentes façons de faire du café, Mmh. avec l'espresso maintenant qui est pas mal retrouvé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous faire un petit résumé de tout ça?
Oui, alors, effectivement, il y a différentes variétés de café et tu l'as indiqué, il y a le robusta et l'arabica qui sont, les 2 principales variétés utilisées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres variétés, mais qu'on retrouve de manière, plus sporadique et là, on s'éloigne complètement de la nutrition, mais le l'arabica, en général, est plus reconnu pour, sa finesse aromatique, là où le robusta, comme le nom l'indique, est plus robuste, donc c'est souvent un café qui est plus amer, qui est plus fort, qui est parfois utilisé justement pour les expressos italiens par exemple, pour les cafés solubles, instantanés, où effectivement on n'a pas les mêmes palettes aromatiques à ce niveau-là, et ça a aussi un impact en fait sur la teneur en caféine. Globalement, le robusta est plus élevé, contient plus de caféine que, l'arabica. Donc c'est une question de goût, mais aussi une question de puissance et de concentration en caféine. Ça a aussi un impact au niveau écologique. C'est pour ça qu'on l'appelle robusta, dans la mesure où en fait c'est des caféiers qui sont plus robustes par rapport à l'arabica. Et je rentre directement peut-être dans le vif du sujet, mais si vous aimez le café, donc vous êtes tous les trois buveurs d'après ce que vous disiez, moi aussi j'aime beaucoup le café. Il faut qu'on profite entre guillemets de l'arabica parce que malheureusement c'est celui qui est sur le déclin aujourd'hui par rapport aux contraintes écologiques, puisque vous le savez, on a un réchauffement climatique, on a une atteinte de la biodiversité, et le robusta tient mieux en fait face à ces contraintes. Donc je dirais que pour les cafés de demain, les deux tendances, c'est soit d'aller vers du robusta, soit d'aller vers des formes de café qui sont issus d'OGM, notamment pour mieux supporter en fait ces contraintes écologiques. Donc l'arabica tel qu'on le connaît, je dirais qu'on a intérêt à en prendre soin, et on a intérêt à prendre soin de l'environnement pour avoir toujours le plaisir de profiter de l'arabica. Donc je veux pas plomber le moral avant l'heure en commençant directement par ça. Et voilà, on parlait de vision systémique de la nutrition, là on est dans un exemple pour moi qui est concret. C'est-à-dire qu'on voit que dans le choix du café, finalement, il y a plusieurs critères à considérer. On peut parler aussi des filières d'un point de vue éthique, social, où on a parfois des questionnements par rapport à ça. On en reparlera peut-être. Mais voilà, pour répondre à ta question sur l'origine. Et puis après, effectivement, on a les fameux cafés filtres, les cafés expresso, les cafés en grains qu'on va pouvoir faire moudre au dernier moment, les cafés solubles qu'on retrouve, voilà, qui sont pas forcément les meilleurs cafés si jamais on est amateur au niveau gustatif. Donc ça a des impacts nutritionnels. On pourra en reparler peut-être un petit peu au fur et à mesure. Et est-ce que justement tu peux nous éclairer sur les formes de café, celles à privilégier et celles justement à éviter, Alors, tu veux dire en forme d'usage de café, c'est ça? Entre Mmh, l'expresso, filtre et autres? mmh, Alors, en fait, ça dépend du critère qu'on va considérer. Si on parle de la caféine, parce que c'est quand même celui qui est souvent, évoqué, la, mmh, le temps de contact, en fait, entre la poudre et l'eau va déterminer la concentration en caféine. Donc, on a souvent l'impression quand on va boire un expresso, bien serré, qu'on va se retrouver avec beaucoup plus de caféine, et en fait non, on en a moins, par rapport notamment à cette notion de temps de contact, et globalement, hein, on considère qu'il y a à peu près 80 milligrammes de caféine pour une tasse d'expresso. Quand on prend un café filtre, entre guillemets «à l'américaine», on peut se retrouver facilement avec 120-150 milligrammes de caféine. Donc il y a l'origine du café, on l'a vu, il y a la forme de solubilisation du café, et puis on a aussi parfois la montée en température, la torréfaction, qui va aussi avoir un impact potentiellement sur la caféine. Donc, je dirais que c'est une question de goût, et sur la teneur en caféine, effectivement, si on veut privilégier un café qui en contient moins, on ira plutôt vers l'expresso que le café filtre. Et l ouais, bah, excuse-moi juste, et là, tu parles de différence entre filtre et espresso, Mmh. mais justement entre les 2 types arabica et robusta, est-ce qu'il y a une échelle, on peut avoir un chiffre entre les 2 là, sur la teneur en caféine? Alors, ça dépend vraiment des origines aussi du café, mais globalement, si je simplifie, on est un peu du simple au double entre l'arabica et le robusta, quoi. D'accord, OK. Excuse-moi Pierre, je t'ai interrompu. donc une tasse d'expresso d'arabica serait 80 milligrammes et 40 milligrammes et 80 pour le robusta, c'est ça? Non, alors 80 milligrammes, c'est plutôt pour de l'arabica, effectivement. OK, pour un expresso et le robusta, ce serait, le double?
Oui, mais cent là, c'est soixante variable, hein. Je donne vraiment Oui, oui. des grandes lignes, quoi. Mais il faudrait tester. Ça dépend des variétés, ça Mmh. dépend des cultures. C'est ça. Comme le Et vin, quoi. et comparé, par exemple, au thé, est-ce que c'est la même chose, à la terme, en teneur en caféine ou est-ce que c'est différent? Je pense que c'est un petit peu moindre? Alors oui, il y en a moins dans le thé, on est de l'ordre de pareil, là, ça va dépendre du type de thé, du temps d'infusion et autres, mais on est plutôt dans l'ordre de 30 milligrammes à peu près et souvent on parle de théine dans le thé pardon, alors que c'est exactement la même chose que le café. À savoir que c'est la caféine, c'est la même molécule, sauf que usuellement, en fait, c'est plus simple de parler de théine. Mais globalement, on va se retrouver avec, à peu près 3 fois moins de caféine. Par contre, la diffusion de la caféine n'est pas la même. C'est-à-dire que dans le café, qu'on va boire, déjà en général, on va le boire rapidement si on parle d'un expresso et on va se retrouver avec un pic de caféine qui va être plus élevé. Alors là, c'est très variable en fonction, de chaque individu et du polymorphisme génétique. On en reparlera peut-être sur la notion de métabolisation de la caféine. Mais au niveau du thé, en fait, cette caféine, elle est beaucoup plus complexée par les polyphénols, qui sont des composés bénéfiques pour la santé, dont on reparlera aussi peut-être après. Et de ce fait, en fait, il y a une libération qui est beaucoup plus prolongée de la caféine. Donc non seulement il y en a moins, mais on ressent moins l'effet stimulant qui va être assez marqué dans le cadre du café par rapport au thé, quoi. Donc là, on ouais, vas-y, Pierrot, si tu une question? Ouais, c'était plus, oui, forcément une question. On la caféine, c'est le nerf de la guerre quand on évoque le café, mais il y a plein d'autres composés, des antioxydants, des polyphénols. Est-ce que le type de café qu'on choisit et le mode d'extraction ou le mode de préparation va changer quelque chose à tout le reste? Parce qu'on isole la molécule, mais il y a, enfin, est-ce qu'on peut citer un nombre de molécules? Il y a 1200 molécules Plus de 1500. ouais, 1500 qui composent le Mmh. café. Donc, en fait, on parle d'un grain de poussière dans tout ça, mais est-ce qu'il y a un mode de préparation qui est à privilégier dans tout ça? Pour le Oui, Le 1500 café. par contre. Ouais, C'est je c'est voyais comme Vincent. c'est comme pour l'alimentation finalement, il y a un élevage ou une culture, il y a un transport, il y a une, façon de conserver, le café, une Mmh. façon de l'assembler, une façon de le cuire ou de le Le torréfier, torréfié, est-ce que ouais. tu pourrais nous faire, toute la chaîne finalement? Qu'est-ce qui est le plus Ouais. efficace? Donne-nous le Alors, top, le plus le t le le top, 1000%. d'un point de Le vue 1000. des polyphénols alors, parce qu'en fait, c'est surtout des polyphénols dont on parle en termes de santé, OK. globalement. C'est d'avoir un café effectivement alors, sur l'arabica, on a des profils en polyphénols qui sont quand même plutôt intéressants, plus intéressants globalement que le robusta. Après, c'est assez arbitraire quand je dis ça parce que là aussi, ça dépend, comme tu le disais Pierre, du type de polyphénol dont on parle, puisqu'il y a des centaines de polyphénols, différents. Et au niveau de la torréfaction, en fait, on voit que certains polyphénols vont être dégradés par la torréfaction à partir du café vert, et d'autres, au contraire, qui vont se retrouver en métabolites, qui vont être plus intéressants que les composés primaires grâce à la torréfaction. Ce qui est certain, c'est que on va pas aller vers des torréfactions qui sont trop poussées. Déjà d'un point de vue gustatif, mais surtout d'un point de vue nutritionnel. Là, on va commencer à avoir une plus forte dégradation de l'ensemble des polyphénols. Donc en fait, la torréfaction intermédiaire, elle est plutôt adaptée à ce niveau-là. Un des autres bénéfices de la torréfaction, c'est la dégradation des pesticides et des biocides qui vont être utilisés. Alors là aussi, hein, en fonction du type de molécule, c'est une réponse très générique que j'indique, mais globalement, c'est vrai que beaucoup vont être sensibles aux températures, aux effets de la température de manière générale. Donc le fait d'avoir un café qui est torréfié pour des cultures qui ont été d'origine conventionnelle, où on n'est pas sur une filière bio, etc. Entre guillemets, c'est un avantage ou c'est moins pire, on va plutôt le dire de ce côté-là, ça sera plus juste. Et par contre, on a la notion d'accumulation du grain de café au cours du temps dans les sacs, et on sait que c'est un facteur d'augmentation des mycotoxines notamment. Donc là, c'est compliqué de donner une recommandation parce que ça dépend énormément de la durée de stockage, des conditions de stockage par rapport à l'humidité ou autre. Mais déjà, des gens qui ont
une finesse en fait de perception au niveau gustatif ou autre, vont sentir la notion de moisissure ou autre, mais je dirais que là, il n'y a pas de moyen d'objectiver ça, si ce n'est par des contrôles, ce qui est rarement réalisé en tant que tel, quoi. Et le dernier critère que je pourrais donner, c'est les produits justement de cette montée en température. Donc on parle de corps de Maillard, donc c'est un terme très générique qui sont des réactions, qui sont des produits de la réaction entre un acide aminé et un sucre. Et on le sait quand on va cuire un steak, quand vous allez faire un gâteau, une pâte à tarte, etc. On a ce côté un petit peu biscuité, grillé, etc. Qu'on aime bien, parce qu'effectivement, ça dégage plein d'arômes qui sont plutôt plaisants. Et au niveau de la torréfaction, on monte en température et on va produire des nouvelles catégories de molécules. Et là, on pourrait en parler pendant très longtemps aussi, mais globalement, la molécule qui aujourd'hui est la plus documentée, dont on parle le plus, c'est l'acrylamide, qui est un composé qui est un neurotoxique en tant que tel. Alors ça fait peur quand on le dit comme ça isolément. Faut pas s'en inquiéter au sens où heureusement les teneurs qui vont être présentes dans un café sont très minimes par rapport à un risque de toxicité quel qu'il soit. Mais par contre, c'est toujours la question du cumul, et du cumul, non pas simplement du café, mais si on mange beaucoup de chips, de beignets, des gâteaux apéros, etc. C'est-à-dire que tous les produits, notamment amidonnés, où on a justement, je parlais de la pomme de terre pour des chips ou des frites, en fait, cette montée en température de l'amidon, notamment par de la friture, va produire beaucoup d'acrylamide. Donc là, c'est différent quand on parle du café, mais en tout cas, c'est une molécule qu'on retrouve aussi dans le café quand il est trop torréfié. Donc, globalement, la torréfaction moyenne est plutôt un bon compromis sur tous les critères. Il y a aussi ce qu'on appelle les mélanoïdines, donc qui sont d'autres composés, qui sont des pigments en fait qui vont colorer justement le café. Et ça, c'est un problème d'un point de vue écologique également, puisqu'en fait, après les usines de torréfaction, en fait, on va se retrouver avec des pigments qui vont être évacués par les eaux, et ça modifie en fait les écosystèmes. Ça peut créer ce qu'on appelle des conditions anoxiques, donc qui vont finalement être délétères pour un certain nombre de populations au niveau de l'eau. Donc c'est pas aussi bénéfique qu'on pourrait l'imaginer, mais ça n'a pas un impact nutritionnel en tant que tel, quoi. Avant de partir peut-être un peu plus précisément sur la santé, l'impact, et cetera, est-ce qu'on Mmh. pourrait résumer tout ça en aidant les auditeurs peut-être au niveau de l'étiquette de son café? Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Sur quoi on pourrait s'appuyer? Est-ce qu'il y a un label, quelque chose à respecter? Et peut-être la question ultime, c'est quel café tout simplement tu bois toi, Anthony, et tu pourrais nous conseiller, peut-être sans citer de marque ou en en Le citant shortcut, plusieurs. Tu le peux nous en shortcut. dire plusieurs, il n'y a pas de Ouais. souci, mais au Bah, moins pour aider nos auditeurs peut-être à s'y retrouver. C'est vrai que c'est beaucoup d'infos, c'est top. ouais, ouais. Oui, là, on a appuyé sur le bouton des critères, donc j'ai C'est tout parfait. déroulé. C'est parfait. Mais j'imagine que c'est pas forcément simple pour s'y retrouver. Alors, j'aurais pas de marque à conseiller parce que là, pour le coup, moi, je consomme pas de marque à proprement dit, et le conseil que j'aurais à donner, c'est, d'aller près de chez soi et de rencontrer, quelqu'un qui, dans une brûlerie, connaît très bien le café, en fait, l'origine, et qui va savoir vous dire effectivement, quelle est la traçabilité. Alors le bio, bien sûr, on va le recommander, mais c'est, je dis souvent un critère qui est nécessaire mais pas suffisant, et nécessaire plus ou moins parce que, on a des producteurs qui vont faire du très bon travail et qui choisissent volontairement de ne pas être, labellisés, bio, et tout ça, la personne que vous allez rencontrer va normalement pouvoir vous le dire si elle connaît son métier, si elle en est passionnée, si elle s'est intéressée elle-même, finalement aux filières, c'est aussi souvent la personne qui va torréfier le café, donc elle va pouvoir vous en parler sur, justement ces différents niveaux de torréfaction. Donc moi, ce que je fais, c'est que près de chez moi, j'ai quelqu'un en qui j'ai totalement «confiance» entre guillemets, que j'ai appris à connaître dans le temps, et je suis un grand amateur de café, donc j'aime beaucoup, gustativement. Donc je préfère me faire plaisir avec un café qui va être bon et dont je sais que la filière, entre guillemets «est bonne», même s'il n'y a pas de filière idéale, que d'aller recommander une marque de grande surface ou en magasin bio, et cetera. Moi, je dirais plus mieux mais moins, tu vois? OK. Voilà. En ce moment, on vit une époque, du confort où, tout va vite. C'est la période de la capsule, qu'elle soit en plastique ou en aluminium.
Et l'aluminium, c'est aussi, une grande intoxication aux métaux lourds, c'est un des métaux où il y a le plus d'intoxication. Qu'est-ce que tu Mmh. pourrais nous dire sur ces capsules? Alors, être plutôt rassurant, en fait. C'est-à-dire que là aussi, quand on regarde les données, en fait, il y a effectivement, potentiellement une petite migration, mais c'est un niveau qui reste quand même très faible par rapport à ce que tu as évoqué, qui est que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont expliquer, qu'on est, exposé davantage à l'aluminium et surtout à la forme inorganique de l'aluminium. Donc là, je vais peut-être pas rentrer dans trop de détails, mais c'est aussi un autre problème indépendamment de la quantité, d'aluminium et on parlait du thé par exemple. En fait, l'aluminium est soluble, donc ce qui fait qu'il y a effectivement au moment de la percolation, on peut avoir une petite, quantité, mais le thé par exemple, ça fait partie des aliments boissons, on va dire, qui, peuvent apporter énormément d'aluminium, là aussi selon l'origine. Donc c'est un peu comme pour le café. Moi je connais quelqu'un où voilà, que j'ai eu l'occasion de questionner, chez qui je vais acheter le thé. Et il faut savoir que il n'y a pas d'obligation légale à mesurer le niveau d'aluminium dans les lots en fait qui vont être commercialisés. Donc là aussi, c'est que l'échange avec la personne et sous un principe de confiance qui va permettre en fait de savoir quel est potentiellement le niveau de contamination à ce niveau-là. Et en fait, l'intérêt du thé, c'est qu'on peut le solubiliser au sens où, on peut d'abord prendre une eau plus chaude, alors on dit souvent de pas dépasser 85-90 degrés pour pas brûler la feuille de thé, sauf dans le cas des thés puères qui sont des thés un peu particuliers fermentés et donc vous laissez, 15-30 secondes le thé et vous jetez la première eau. C'est le meilleur moyen aujourd'hui pour diminuer la teneur en aluminium. Alors gustativement, ça va être moins bon, mais si vous avez un bon thé, en fait, il subit mieux en fait les infusions multiples. Et donc pour en revenir au café, je dirais comparativement au thé, on a beaucoup moins d'aluminium, y compris avec des percolations, donc les capsules. Après, il y a une question sur les furanes, qui sont des composés volatiles qu'on va retrouver entre la capsule, entre la capsule d'aluminium et le café. Donc, c'est des composés qui s'accumulent dans cette zone. Et au moment de la percolation, on peut avoir une petite quantité de furanes qui vont être transmis dans l'eau, en fait, dans le café au final. Après, ça reste très minime. C'est des éléments sur lesquels on fait attention quand on a par exemple des petits pots pour bébés qui vont être réchauffés au bain-marie, par exemple. On va faire attention à ouvrir le pot pour justement éliminer ces composés volatiles. Donc voilà, dans le café, pour ta question sur la notion de percolation, il y a l'aluminium et il y a surtout cette logique de furane. Ça nous a fait entre guillemets peur au départ. Beaucoup de gens en ont parlé, mais c'est vrai que quand on regarde les quantités résiduelles par rapport à un café classique, finalement c'est très peu significatif. Donc c'est plus l'impact écologique d'usage de l'aluminium que la logique de contamination pour la santé. Et là, on a d'autres arguments d'autres axes sur lesquels travailler. C'est pour ça que je donnais l'exemple du thé. On peut parler du chocolat aussi. Il y a d'autres choses, quoi. Dernière question sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on parle du café, mais il y a aussi la machine, hein, et c'est essentiel. Qu'est-ce que tu nous pourrais nous conseiller, que ce soit sur des rapports bien sûr de prix qui restent peut-être raisonnables et Mm. même le mieux du mieux à tes yeux? Là, c'est vrai que je serais subjectif parce que encore une fois, ça dépend de ce qu'on a envie de boire en termes de qualité de café. Mais concrètement, moi, je vous conseille vraiment, et c'est ce que j'ai, c'est une cafetière à grains, en fait, que vous allez pouvoir utiliser et en ayant la mouture au dernier moment. C'est-à-dire qu'il y a déjà les cafés à grains électrique que vous allez pouvoir utiliser automatiquement. Mais le fait d'utiliser un moulin à café, c'est aussi très intéressant parce que ça crée une forme de rituel autour du café. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu le truc qu'on boit sans même réfléchir. On va se boire un café, puis deux, puis trois, et puis on fait plus attention. C'est machinal, on appuie sur le bouton et tout coule et c'est magnifique entre guillemets. Tandis que si on doit faire l'effort d'aller prendre les grains de café, d'aller utiliser un moulin, déjà au niveau aromatique, on va sentir un certain nombre de composés et c'est plutôt agréable quand on aime bien le café. Et donc vous avez une sorte de rituel de préparation que moi je trouve très intéressant. Et sinon, utiliser une cafetière effectivement électrique à grains, où là, vous allez avoir une mouture au dernier moment.
Après, selon la qualité de la machine, on a des infusions, des doubles infusions, et là, on peut effectivement monter en prix. Donc, je sais pas si je cite des marques ou autres par Oui, rapport tu à. peux, il y a aucun souci, hein. Et Au contraire, ça peut être utile pour nos auditeurs. bah, quand vous allez classiquement dans les supermarchés ou dans les magasins d'électronique et autres, aujourd'hui on retrouve DeLonghi qui est très présent parce qu'effectivement ils ont pris le marché assez tôt à ce niveau-là. Mais vous avez des marques suisses comme Jura par exemple, pareil, qui commencent à être connues, là où c'était encore très marginal il y a quelques années. C'est pas le même budget, c'est une marque suisse, donc on monte un peu, mais On a voilà. connu ça, on a connu la Suisse, hein. Ouais. Quand vous achetez une cafetière qui va être entre 600, 1000 euros selon les modèles, ça peut paraître beaucoup, et c'est beaucoup, bien entendu. Mais en fait, quand vous rapportez au fait de boire, par exemple, 2, 3 cafés par jour, si vous êtes un couple ou vous êtes deux dans le ménage à boire du café, au bout de 6 mois, 1 an, bah, vous avez finalement rentabilisé votre machine par rapport à on parlait de capsules, voilà, percolation en alu, et ben voilà, Nespresso et compagnie, bah, ça coûte finalement très cher. Donc, certes, la machine est moins onéreuse au départ, mais autant d'un point de vue écologique que d'un point de vue budgétaire, au bout de plusieurs années, vous avez largement rentabilisé en fait cette machine à grains. Et puis, quand vous achetez du café en grains, bah, là aussi, en fait, vous l'achetez moins cher. Il va mieux se conserver également par rapport à un grain qui est déjà par rapport à la poudre en fait, hein, qui a été moulue depuis un bon moment. Donc, sur une projection à moyen terme, pour moi, c'est bien plus économique, et puis ça permet de bien choisir son café. Encore une fois, quand vous allez dans une brûlerie ou autre, bah, vous avez différents types de café, vous les sentez selon vos sensibilités. Ça permet de se faire plaisir, et puis au final, quand on fait l'addition par rapport à encore une fois, des capsules en alu, etc., on s'y retrouve vite, autant dans le prix du café que dans la machine en tant que telle. Mais c'est sûr que c'est un budget d'investissement au départ, quoi. Moi, ma cafetière, il y en a une que j'ai depuis plus de 10 ans, tu vois? C'est une Jura pour pas la citer à ce niveau-là. Donc je pense que je l'ai très largement Rentabilisé. rentabilisée, et j'ai aucune action chez eux, ouais, j'ai même pas j'ai même pas une capsule, En j'ai pas plus, de il y a capsule, la mais beauté du geste, quoi. Tu comment? vas moudre le grain. On voit que Oui, tu es et impressionné ça, de voilà, il y a prendre le le côté temps. automatique quand j'ai pas le temps entre guillemets, ou quand je prends pas le temps, et puis j'ai juste un moulin à grains où là quand j'ai du temps, j'aime beaucoup le prendre, ouais. Mmh. Ben nickel. Merci pour cette petite parenthèse sur les types de café, sur la machine. C'était hyper intéressant. Ça, déjà, ça nous aide à choisir notre café. Et maintenant, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Je pense, avec les garçons, on a pas mal de questions derrière sur ça qu'on a parlé beaucoup de caféine. On peut commencer peut-être par ça. Je sais pas si vous voulez commencer par la caféine. Quel impact sur la santé? Est-ce qu'on peut y aller? C'est vrai qu'on a eu Vincent Fourneau, je sais pas si tu connais, qui a eu un discours un peu contrasté sur le café, l'impact qu'il peut y avoir notamment sur le sommeil, pour certaines personnes, bien sûr. Mmh. Je mets de la nuance, comme je crois qu'il faut faire. Donc, c'est quoi ton avis? Que dit aussi, qu'est-ce que tu as lu? C'était les recherches, quel est l'impact du café, justement, et surtout de la caféine sur le sommeil? Ouais, oui, bah, effectivement, la nuance, elle est de mise, à ce niveau-là, parce qu'en fait, il y a énormément de facteurs qui peuvent intervenir, avec des variabilités de réponse, en fait. Donc, il faut savoir que déjà la caféine, elle agit, à travers. Je reprends pour que ce soit plus juste, mais en tout cas, la caféine va venir se loger potentiellement sur des récepteurs. On parle de récepteurs A1 et A2, qui sont des récepteurs qui normalement vont être sensibles à l'adénosine, qui est une molécule qu'on va produire au cours de la journée, et qui est responsable de la charge de sommeil au sens de la fatigue. C'est-à-dire que plus on va accumuler cette adénosine au cours de la journée, plus on va avoir la sensation de fatigue qui va grandir, et qui fait qu'à un moment donné, on va avoir envie de dormir. Alors après, on est des mammifères diurnes, donc on est fait pour bouger le jour et dormir la nuit. Donc il y a une pression de sommeil qui va aussi intervenir indépendamment de ce mécanisme, mais c'est
voilà, c'est différents facteurs qui se cumulent. Et donc, quand on boit un café et qu'on prend de la caféine, on va en faisant en sorte que la caféine se loge sur ces récepteurs, en fait, on va cacher quelque part, masquer l'action de cette adénosine. On va l'empêcher de se lier et c'est ce qui crée cet effet stimulant, en tout cas cette baisse de fatigue. Donc, ça a un côté, entre guillemets, pernicieux dans la mesure où en fait on masque, on ne résout en rien le problème. Donc déjà, je dirais que peut-être c'est le premier point, c'est-à-dire que c'est pas un problème forcément d'avoir de la caféine pour masquer la fatigue. Par contre, si c'est quelque chose qui perdure et qui fait qu'on va se mettre à boire de plus en plus de café pour masquer une fatigue croissante, là on rentre dans un vrai cercle vicieux et c'est tout sauf bénéfique bien entendu parce que on va payer l'addition à un moment donné. C'est-à-dire que notre corps, il a bien besoin de se reposer. Si par contre, c'est un effet stimulant qui est ponctuel, qui est bien régulé, entre guillemets, par rapport aux différents facteurs de fatigue, etc., c'est quelque chose qui peut être tout à fait acceptable. Mais là, il y a vraiment une grande différence de sensibilité, notamment par rapport à des polymorphismes génétiques sur les récepteurs je parlais de l'adénosine, qui font que il y a des personnes qui vont réagir énormément et d'autres beaucoup, beaucoup moins. Ça, c'est oui, pardon. Non, non, vas-y, fini, Anthony, C'est excuse-moi. Je crois que tu ah fini. non, parce que j'en ai pour un moment. Ah, t'inquiète, vas-y, bah, c'est parfait, c'est Mais parfait. il y a en fait, ça, c'est le premier point. Il y a le deuxième effet qui va être la métabolisation de la caféine. Et donc ça, c'est le rôle du foie, en fait, hein, qui va éliminer les xénobiotiques. Donc littéralement, xéno, c'est ce qui est étranger, biotique à la vie. Donc c'est la caféine, c'est l'alcool, c'est la cigarette, les médicaments, les polluants, etc. Et en fait, on a une notion d'inductibilité de l'élimination de ces xénobiotiques. C'est-à-dire que je vais essayer de pas être trop technique pour pas perdre tout le monde, mais globalement, au niveau du foie, on a plusieurs phases de ce qu'on appelle communément, un peu vulgairement, la détoxication. On a les enzymes de phase 1, les enzymes de phase 2 et une troisième phase qui est vraiment la solubilisation. Et en fait, on a ce qu'on appelle des cytochromes, qui sont des complexes enzymatiques qui assurent en fait ces différentes phases. Et au niveau de la première phase, c'est une phase qui crée du stress oxydatif, c'est-à-dire qui va dénaturer la caféine, si on reste sur l'exemple de la caféine. Et donc c'est intéressant puisque ça limite l'action en fait de cette molécule. Par contre, la contrepartie, c'est que ça crée beaucoup de stress oxydatif que le foie va devoir réguler par des antioxydants, par des systèmes enzymatiques endogènes, etc. Et plus la personne va boire de la caféine, plus cette première phase est efficace, entre guillemets. Et ça, c'est ce qui explique que au départ, si on boit un café pour la première fois, on est très sensible à la caféine. Et puis, en fait, on boit un café tous les jours pendant des semaines, des mois. Et ben finalement, il nous faut 2 cafés pour avoir le même effet, puis 3, puis 4, etc. Ça, c'est lié à cette efficacité d'inductibilité, à cet effet d'inductibilité au niveau des enzymes de phase 1. Donc, on peut se dire c'est chouette en soi. C'est chouette à moitié parce que d'une part, on crée plus de stress oxydatif, donc ça veut dire qu'il faut être capable de le réguler en conséquence. Et en fait, malheureusement, les enzymes de phase 2, qui est la phase de ce qu'on appelle de sulfoconjugaison, la phase d'élimination de la molécule, elle n'est pas inductible, elle est très dépendante de notre génétique. Et donc au final, on se retrouve avec des composés intermédiaires entre les deux phases qui sont parfois plus problématiques que le composé primaire. C'est pas le cas vraiment avec la caféine, c'est plus le cas avec l'alcool par exemple, où l'éthanol va être métabolisé en acétaldéhyde, qui est un composé intermédiaire qui là est très toxique pour les cellules du foie notamment. Et donc, en fait, cette inductibilité, elle est aussi variable en fonction de notre génétique. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont une élimination qui est plutôt lente, donc on parle de métaboliseurs lents, et on a des gens qui sont plutôt des métaboliseurs rapides. Et les personnes qui ont qui sont des métaboliseurs lents, c'est les personnes qui vont boire un café peut-être à 10, 11 heures le matin et qui auront du mal à dormir encore le soir. Et à l'inverse, des métaboliseurs rapides, c'est les personnes qui vont boire un café en soirée et qui n'auront aucun problème pour s'endormir. Mais, parce qu'il y a un mais dans tout ça, c'est pas parce que on ne ressent pas cet effet de stimulation au niveau de la caféine que ça ne perturbe pas le sommeil.
C'est-à-dire qu'au niveau du sommeil, on a différents cycles, hein, des cycles de 90 minutes, et dans ces cycles de 90 minutes, on a des sous-cycles. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la caféine, même si elle n'empêche pas l'endormissement, elle altère ces cycles du sommeil. Donc, c'est dur de donner une durée entre la fin du dernier café et l'endormissement, mais c'est vrai qu'on voit en fonction là aussi de la génétique et des personnes qu'on a des pics plasmatiques de caféine qui vont varier de 30 minutes à 2 heures à peu près, mais des demi-vies de la caféine de 5 à 10 heures, voire encore davantage pour la femme enceinte par exemple ou autre. Donc c'est vrai que si on parle de personnes qui vont avoir des cycles sur 8-10 heures, on va éviter de boire un café à 16 heures, à 17 heures. On va plutôt faire attention. En gros, jusqu'à la fin de matinée ou tout début d'après-midi, grand maximum, mais pas davantage. Après, c'est une réponse moyenne quand je dis ça. Donc, il y a vraiment des variabilités. Voilà, j'essaie de faire simple, mais assez détaillé pour autant. Donc, j'espère que c'est OK. Tu sous-entends que les buveurs de café, ils négligent l'effet du café sur la détérioration de leur sommeil. Ils se- la Bah, plupart du temps, on sous-estime en fait cet effet négatif. Oui, c'est ça. On le perçoit pas, en fait, consciemment, au sens, ça nous réveille pas, mais pour autant, effectivement, ça altère les cycles du sommeil, ouais, tout à fait. La qualité au sein des cycles du sommeil. Mmh. Donc, deux questions par rapport à ça. Comment savoir si je suis un métaboliseur lent ou rapide? Et comment évaluer l'impact que ça a sur mon sommeil? Est-ce que tu aurais une clé simple pour Alors, ces deux choses-là? sur l'impact de la qualité, c'est compliqué parce que bon, on a les montres maintenant qui parfois nous aident un petit peu dans les cycles, mais on sait que ça a aussi des limites. Mais pour savoir si on est métaboliseur rapide ou lent, déjà, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. C'est-à-dire, tu bois un café à midi et tu sais si ça t'empêche de dormir le soir ou pas. Souvent, on parle de 16 heures pour une moyenne, pas de conseil, hein, mais pour ressentir l'effet marqué ou pas sur l'endormissement. Mais c'est très arbitraire en fait quand je dis ça. Après, c'est relatif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un aspect de génétique et il y a un aspect de cumul d'activité des xénobiotiques. C'est-à-dire que si tu bois que du café, ton foie, entre guillemets, il est plus disponible pour éliminer cette molécule-là. Quand tu vas être en plus fumeur, que tu bois de l'alcool en grande quantité, que tu as pas mal de polluants par ton alimentation parce que tu manges pas bio, tu as un traitement médicamenteux, etc. Et tout ça, ça va avoir un effet cumulatif qui fait que ça va jouer aussi sur, en fait, sur la recommandation. C'est pour ça qu'il y a deux aspects. Il y a la sensibilité personnelle et il y a le mode de vie de la personne. Et c'est les deux qui doivent guider de manière un peu empirique, en fait, vers la recommandation de combien de café boire et jusqu'à quelle heure, quoi. Donc en fait, je peux être métaboliseur très 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 lent si je peux passer de métaboliseur lent à très 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 lent en fonction de mon mode de vie, puisque j'accumule la quantité de choses à traiter par mon foie. Alors, tu ne deviendras pas un métaboliseur plus lent, mais tu vas générer un surcroît de travail effectivement par ton foie qui va générer plus de stress oxydatif. Donc, ça va pas forcément se manifester dans la durée entre ton café et ton endormissement, mais en fait, ça va se manifester en termes de santé sur le stress oxydatif associé, quoi. Mmh. Oui, c'est vrai qu'on parlait de ce foie, tous les 3 avant de t'avoir sur le podcast et qu'est-ce qui fait que la caféine, elle vient interférer dans ce cycle de détoxication du foie? Elle est prise comme une véritable toxine, comme un polluant, en fait? C'est un xénobiotique. Alors, le polluant, c'est un autre xénobiotique, c'est pas un polluant, mais en tout cas, c'est une molécule qui est étrangère à la vie et que le foie, effectivement, doit pouvoir éliminer, en fait, et c'est son rôle. Et c'est pour ça que je disais, les 2 grandes phases, c'est 1, il l'oxyde, c'est-à-dire qu'il dénature la molécule, et 2, il va faire en sorte de l'éliminer pour la solubiliser après, et heu et donc c'est voilà, je sais pas si je réponds à ta question. Et Ouais. justement, dans le livre, hein, bien sûr, qu'on conseille à tous les auditeurs d'acheter le nouveau livre d'Anthony, tu parles, pourquoi pas, de faire une cure un petit peu de café pour certains pendant 1 mois. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Quel intérêt et quelle population, justement, ça peut avoir un sens de faire cette cure de café? Alors cure de café, De cure cure, de pardon, oui, désintox oui. d'arrêter le café, excuse-moi, pardon. Plutôt l'inverse. Excuse.
Ça revient à cette notion de foi, en fait, et de cumul. C'est-à-dire que si les personnes se sentent sensibles, en fait, à l'effet de la caféine, et je pense que ça, c'est le message le plus important. C'est-à-dire que là, on n'a pas trop parlé encore des bénéfices. Mais oui, il y a des bénéfices sur le papier, mais si la personne, en fait, n'apprécie pas ou est sensible au café, il s'agit pas de se forcer à boire un café. Il y a plein d'autres solutions pour, apporter des polyphénols et cetera. Donc, c'est pas une recommandation, c'est plus, le fait de pouvoir rassurer des gens qui en boivent si, en fait, le contexte le permet. Mais à côté de ça, effectivement, comme tout xénobiotique ou autre, d'avoir des pauses, bah, ça permet au foie tout simplement de faire une pause aussi. Et notamment, bah, quand on a un mode de vie avec le cumul de ces différents composés, bah oui, de lui dire je te mets au repos pendant un mois, une ou deux fois par an, c'est pas un luxe. Donc je pense que c'est dans tous les cas très intéressant. Et puis après, il y a la notion de non pas de dépendance à la caféine, parce que ça a été étudié notamment par rapport à la stimulation au niveau du noyau accumbens, bah, de la zone en fait de stimulation de la caféine. C'est pas une dépendance en tant que telle, mais on peut tomber un peu sous ce piège d'avoir besoin de caféine pour être stimulé et cette notion de masquer de masquer la fatigue, qui est le côté pernicieux dont on parlait tout à l'heure. Donc, autant boire un café, c'est possible si on l'apprécie, on a vu un peu les précautions, mais autant le faire tout le temps et ne plus permettre à son corps en fait de réguler ses propres signaux, notamment de fatigue. Après, on peut discuter du cortisol, on peut discuter de pas mal de choses aussi par rapport à ça. Mais d'avoir des pauses régulières pour plein de raisons, je pense que en tout cas, moi, c'est quelque chose que je conseille, ouais. Oui, ça permet aussi de se resensibiliser à la molécule. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est exactement le cas. Et d'ailleurs, on le voit chez des gros buveurs de café. On a souvent des migraines qui peuvent être importantes, et notamment dans des états de jeûne. Donc là, on parle pas simplement d'arrêter de boire du café, mais de faire un jeûne alimentaire en tant que tel. Et souvent, dans les 24 heures qui suivent, 24-48 heures, les gros buveurs vont avoir des migraines qui sont très importantes. Et ça, c'est le signe que justement, on est dans un pseudo-sevrage, hein. Je parle pas, c'est pas un sevrage au sens propre du terme, mais en tout cas, c'est une manifestation qui est assez marquée. Donc, effectivement, de dire j'en prends pas pendant quelques temps pour redevenir un peu plus sensible à l'effet, c'est quelque chose de cohérent. Ouais. On a parlé de les effets du café sur le sommeil, donc on sait que ça a plutôt tendance à avoir une interaction négative que positive. Est-ce que tu pourrais nous aiguiller aussi sur est-ce qu'il y a des interactions négatives sur le système cardiovasculaire ou pas? Oui. Alors sur le côté cardiovasculaire, là c'est pareil, c'est assez, mitigé. C'est-à-dire que globalement, l'effet il est plutôt positif. C'est-à-dire on a ces fameux polyphénols dont on a beaucoup parlé et en fait les maladies cardiovasculaires, c'est déjà un terme qui est générique parce qu'il y a différents types de maladies cardiovasculaires et on pourrait nuancer en fonction du type de pathologie. Mais, un des points communs en général, c'est un stress oxydatif non contrôlé. Et donc là, le fait d'avoir des polyphénols en grande quantité, hein, c'est ce qui fait aussi que le goût est très marqué du café, c'est qu'on a une densité qui est très forte et ça va notamment protéger les fonctions endothéliales, c'est-à-dire toutes les fonctions d'élasticité des capillaires. Et ça, c'est plutôt un aspect qui est positif. Donc quand on regarde la littérature scientifique, c'est plutôt positif. Après, on voit que chez les personnes chez qui on a déjà un stress oxydatif sous-jacent, non contrôlé, une inflammation de bas grade, et cetera, et ben, le café peut être un facteur qui vient être potentiellement, si je vulgarise, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et là, on peut avoir une petite augmentation du risque cardiovasculaire. Alors après, c'est vraiment à nuancer en fonction du type de publication. Mais en gros, chez les personnes qui sont sujettes à une inflammation de bas grade, c'est vrai qu'on sera peut-être plus prudent que pour des personnes qui sont en prévention primaire et qui n'ont pas de facteur de risque ni quoi que ce soit et qui ont plutôt un mode de vie sain à ce niveau-là, quoi. Mm. Et vas-y Vincent. Du coup, ça a un impact aussi sur la fréquence cardiaque, sur le rythme, de la fréquence cardiaque, sur la vasodilatation?
Alors ça peut avoir un effet là, c'est plus par rapport à l'hypertension, qu'on va souvent, veiller à ça et là aussi, il y a des sensibilités qui sont variables, mais globalement, effectivement, on peut noter une augmentation de la fréquence cardiaque, hem, une légère augmentation de la tension artérielle chez certaines personnes, mais ça reste normalement transitoire et sur le moyen long terme, l'aspect polyphénol l'emporte en fait sur cet aspect, sur le côté un peu augmentation transitoire. Donc toujours la même chose, question de sensibilité. Si quelqu'un est sujet à l'hypertension et sent que entre guillemets, de boire un café le travail davantage, et ben, ça sert à rien d'aller forcer à boire un café, bien entendu. Par contre, dans la teneur globale en polyphénol, sur l'hypertension, on a plutôt au niveau de la littérature, on a plutôt documenté des effets qui étaient positifs contre les effets de l'hypertension, mais pas sur l'hypertension en tant que telle. Et sur le système digestif, plutôt faire attention, pas attention, où c'est qu'on se situe? Là, on a parlé du cardiovasculaire, mais Ouais. Alors, que tu veux dire sur penser? le transit? Ouais, sur le transit, est-ce que souvent on a cette image un peu, faire attention au café quand on a mal au ventre, on entend beaucoup ça. Est-ce que c'est, mythe, une réalité? Bah, là, je vais te faire un peu la même réponse, ça dépend. C'est-à-dire Pas de que souci. il y a des gens chez qui ça va avoir tendance à accélérer le transit, d'autres chez qui ça va avoir tendance à le ralentir un petit peu. Après, il y a aussi la température qui va jouer. C'est-à-dire que globalement, plus on prend quelque chose qui est chaud, plus on ralentit la vidange gastrique et plus on prend quelque chose de froid, plus on l'accélère. Mais, hormis ça, sur, l'atteinte, au niveau notamment, intestinal, alors effectivement, on parle parfois d'avoir un effet sur le risque de perméabilité intestinale, sauf que quand on regarde la densité en polyphénol, les polyphénols sont très protecteurs contre la perméabilité. Et puis au niveau hépatique, on en parlait par rapport à cette logique d'élimination de la caféine, mais sur, les stéatoses hépatiques des stéatoses qui sont de toute façon, des situations où il y a un stress oxydatif trop important, même sur des cancers hépatiques, on voit que les polyphénols du café ont plutôt un effet qui est protecteur qu'un effet qui augmente le risque. Donc ça dépend vraiment de quoi on parle à ce niveau-là. Et si on dresse un peu le panorama sur notamment les pathologies neurodégénératives, là aussi, on a plutôt une documentation qui est favorable, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un effet qui est plutôt positif sur Alzheimer, sur Parkinson. Le café, je vais pas dire qu'il fait partie du protocole c'est pas voilà, ça serait un peu trop prononcé de dire ça, mais on sait que c'est plutôt un conseil qui va être donné plutôt qu'un aliment qu'on va éviter et contre les maladies métaboliques, contre le diabète, notamment, en cas d'obésité. C'est en fait, toutes les situations dans lesquelles on a, une inflammation de bas grade par les polyphénols, en fait, ça a plutôt un effet qui est favorable. Moi, je crois qu'on une petite aparté, on a tous connu ce café, qui accélère quand même le transit, Mmh, digestif, au moins une fois dans sa vie et moi, ce que je voulais revenir juste sur les polyphénols. mmh. Quel est le moyen d'action? Comment ça fonctionne ces polyphénols? Parce qu'on a vu qu'ils étaient protecteurs de nos artères, du système digestif, voire neuroprotecteurs. Comment ça fonctionne? Tu veux la version simple ou la version, Je veux compliquée? un Je veux la format long, version à 1000. Vincent, en fait. Je veux la Anthony, il faut version à qu'on te 1000. dise, Vincent, il voulait pas un format court, capsule, il veut Ah un format long. ouais, tu pas un invité format court, mais bon, voilà. Ouais. Bah, en fait, les polyphénols, c'est des composés en général qu'on n'aime pas à la base. C'est pour ça que le café, quand on le boit pour la première fois, l'effet il est pas forcément agréable parce que la densité en polyphénol est plutôt un élément d'agression pour l'organisme qu'autre chose. Alors, chez l'homme, rapporté au poids corporel, c'est pas du tout le cas et je vais en parler. Mais par contre, pour, un insecte ou, en fait, c'est ce qu'on appelle des stress biotiques, c'est-à-dire que c'est des agressions des végétaux, notamment la sécheresse, la chaleur, les infections, etc., qui vont exiger en fait du végétal qui doit se défendre tout seul. Et un des moyens de défense, c'est de concentrer la teneur en polyphénol. C'est pour ça quand on regarde notamment la littérature scientifique pour comparer la différence de qualité nutritionnelle entre du bio et du conventionnel, le seul élément qui est bien documenté aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de polyphénol dans les produits bio ou du jardin parce que bah, le végétal a dû se débrouiller, contrairement à un végétal qui a été chouchouté entre guillemets avec des fertilisants, avec des pesticides, etc. Donc de ce fait-là, en fait, ça vient plutôt nous agresser, mais plus exactement, ça vient stimuler l'activité des mitochondries,
Donc, les mitochondries, c'est moi j'appelle ça le hub biologique, hein. C'est l'intégrateur de tous les stimuli environnementaux et on a en moyenne quelques centaines de mitochondries par cellule et on multiplie ça par quelques dizaines de milliers de milliards, donc ça nous montre qu'on a énormément de mitochondries. Et le foie, par exemple, la cellule hépatique, c'est la cellule qui concentre le plus de mitochondries. On a plusieurs milliers de mitochondries par hépatocyte. Et en fait, ces polyphénols viennent agresser, entre guillemets, les mitochondries et elles viennent en réponse augmenter l'activité d'enzymes qui sont antioxydantes qu'on appelle les SOD, les superoxydes dismutase, et ce qui fait qu'il y aura une meilleure régulation du stress oxydatif. Donc en fait, c'est pas des antioxydants, c'est des composés d'agression qui renforcent notre propre capacité de régulation du stress oxydatif. Et si je suis encore plus précis, ce sont même pas les polyphénols. En fait, ce sont les métabolites de polyphénols qui sont les composés qui vont être métabolisés par le microbiote et qui vont passer la muqueuse intestinale et qui vont exercer un effet actif. C'est pas le polyphénol initial, c'est le métabolite en fait. C'était la version courte ou c'était la version longue? Mais C'était la Je crois franchement, version qu'on peut aller on intermédiaire. peut aller plus loin encore là, mais On peut aller plus loin si tu veux. c'est mais je pense que c'était parfait pour nos auditeurs en tout cas. Moi, juste une question, c'est vrai que je parle de mon cas personnel. Je sens que le café, ça me stimule, ça m'empêche un petit peu de dormir, même de m'endormir de façon plus générale. Quel, conseil tu pourrais me donner pour essayer d'optimiser un petit peu cet effet, stimulant du café, sans consommer trop de café justement? Est-ce qu'il y a un moment dans la journée? Est-ce que je dois avoir mangé avant, pas mangé avant? Est-ce qu'il y a, tu vois, des Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. des synergies qui peuvent se mettre en place? Alors, je parlais du cortisol assez rapidement, tout à l'heure, mais c'est vrai que si on veut respecter notre rythme biologique puisque, je parlais du rythme circadien tout à l'heure, pour le cortisol, c'est assez connu. C'est le cas pour plein d'autres, systèmes, hein, mais, système hormones et cetera, anticorps, et autres. Mais au niveau du cortisol, si on veut laisser le temps au corps de monter, dans cette valeur de cortisol et de se mettre en place entre guillemets au cours de la journée. C'est pas très français quand je dis ça, mais je pense que vous C'est m'avez très compris bien. là-dessus. parfait, ouais. Mais si on prend le café au réveil, en fait, on laisse pas le temps justement au corps de bien réguler cette initiation du cortisol. Après, ça dépend de l'heure à laquelle on se réveille aussi. Mais c'est pour ça que de manière, et c'est empirique, mais on va plutôt conseiller de boire le café pas avant le milieu de matinée pour justement laisser ce cycle se mettre en place. Je dis c'est assez empirique en fait, il y a rien de bien documenté là-dessus parce qu'on se rend compte que ça dépend beaucoup de l'état initial de la personne. C'est-à-dire que il y a et là aussi je vais pas rentrer dans trop de détails, mais en fait on évalue ce qu'on appelle le CAR, c'est-à-dire que c'est un chiffre qui compare en fait la valeur de cortisol au réveil et non pas à 20 heures, à 8 heures. Souvent on dit on fait une mesure de cortisol plasmatique à 8 heures. C'est beaucoup plus pertinent de faire déjà une mesure de cortisol salivaire, qui est beaucoup plus réactif que le plasmatique, et au réveil, et non pas à 8 heures. En fait, ça dépend beaucoup de l'habitude de chacun. Et on refait une mesure de cortisol salivaire à 30 minutes. Et en fait, ça nous donne ce fameux chiffre qui est le quart. Et plus il est élevé, plus il y a une réactivité au stress qui est positif. Et globalement, plus il est bas, plus il y a un état d'épuisement. Et donc, si on a un quart qui est faible, on va pas proposer le café, en fait, notamment tôt, parce qu'en fait, le corps a déjà du mal à se mettre en route, donc on va pas rajouter un facteur supplémentaire. Si tout va bien, on pourrait le prendre un petit peu plus tôt. Donc en clair, de manière synthétique, plutôt en milieu de matinée. Après, effectivement, si on boit un café à jeun, on va avoir l'effet qui va être plus prononcé, puisqu'en fait, la caféine va être seule, entre guillemets, elle va pas être mélangée au bol alimentaire. On va augmenter par contre le risque d'aigreur gastrique, pardon. Donc chez des gens qui ont des gastrites ou des ulcères, etc., ça fait partie des choses qu'on met plutôt de côté. Et surtout à jeun. En fait, dans ce cas-là, ça sera plutôt en fin de repas ou autre. Et puis on a vu sur la chronologie, on fera attention à pas en prendre beaucoup après le début d'après-midi. Pardon, je reformule pour ça. Pour beaucoup, on prendrait pas après le début d'après-midi. Donc éventuellement avec le café en fin de déjeuner, mais pas en collation à 16 heures, etc.
Et si je pars sur excuse-moi Pierrot, moi je pars juste dernière question, et si je pars sur une technique de double expresso pour m'envoyer un coup de fouet extrême à 10 heures, est-ce que je risque d'avoir un gros coup de barre à partir de 14 h 15 h, ou est-ce que tu me le conseilles ou pas? Ou de façon très, très occasionnelle, on va dire? Ouais, Si vraiment alors j'ai un gros coup de fatigue. en fait, il y a là aussi 2 aspects, c'est-à-dire que déjà, tu auras pas vraiment le coup de barre, tu vois, comme une hypoglycémie réactionnelle ou ce genre de choses. C'est juste que tu appuies sur l'accélérateur et qu'à un moment donné, bah, forcément, le corps, il a besoin de récupérer. Donc en fait, si tu prends un double expresso, mais que tu es en pleine forme, et ben, ta capacité de régulation, elle sera beaucoup plus marquée que si tu es épuisé, et que tu prends effectivement un double expresso parce que tu vas pas tenir ta journée. Et là, tu auras, un coup de massue qui va être un peu plus marqué derrière. Donc j'ai envie de te dire que c'est du bon sens C'est sûr. en soi. Après, quand on regarde les recommandations de l'ANSES, et ce qui est un peu globalement ce qu'on retrouve dans les publications, c'est qu'on va pas dépasser. Oui, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Ah oui, on va pas dépasser 400 milligrammes de caféine par jour. Donc on a vu, hein, 80-120 milligrammes en fonction des cafés, ce qui fait qu'on est souvent à dire 2 à 4 cafés maximum par jour. Et par contre, on recommande de pas dépasser 200 milligrammes d'un seul coup. Donc en gros, pas Mmh. plus de deux expressos. Si c'est 2 grands cafés, ça commence à faire beaucoup si tu le bois l'un sur l'autre, quoi. Mais je reviens à cette notion d'adaptabilité et de capacité en fait à répondre à ce stimulant qui va arriver de manière plus massive. Donc je pense que ça, c'est à contextualiser aussi, quoi. Merci beaucoup. Et au niveau de la performance sportive, on voit que la Ah, caféine, elle peut être, mise dans les gels, mmh. pour courir, dans les sports d'endurance. Quel est le rôle de la caféine dans l'activité physique? Alors, là, il est multiple aussi, mais effectivement, ça fait partie des ergogènes, c'est-à-dire des molécules qui ont une activité, une action, de stimulation du fonctionnement cellulaire indépendamment, en fait, de l'apport énergétique. C'est-à-dire que c'est à distinguer d'une boisson énergétique qu'on boirait, sauf que tu te retrouves avec des gels où effectivement tu vas avoir, et la caféine et le gel, c'est-à-dire les apports, glucidiques. Donc, pendant un temps, hein, c'était sur la liste antidopage en fonction de la teneur en caféine. Ça s'est terminé. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout considéré comme un dopant. Mais là aussi, si on regarde la littérature en fonction du type d'effort, il y a des recommandations qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on va monter plutôt à 6-8 milligrammes sur des sports explosifs. Si on veut justement jouer sur ce critère d'explosivité, de résistance au niveau musculaire. Et ça joue notamment avec les ions calcium sur la contraction musculaire et sur la perception de la fatigue à l'effort. Et sur des sports plutôt d'endurance, on va être sur des quantités qui seront moindres, c'est plutôt de l'ordre de 2 à 4 milligrammes. Alors quand je dis, pardon, 2 à 4 Par milligrammes, et kilo. comme pour, oui, voilà, j'ai oublié de le préciser, par kilo de poids corporel. Et donc, en général, on va le prendre à peu près 90 minutes avant l'effort. Après, c'est là où se pose la question entre la caféine et le café. C'est-à-dire que si tu es à 2 milligrammes, donc si tu fais 70 kilos, 140 milligrammes, tu peux boire 2 expressos dont on parlait. Tu atteins cette quantité. Après, il y a encore une fois l'effet digestif, effectivement, autant au niveau gastrique qu'au niveau intestinal. Et sous l'effet du stress, avant une course ou autre, c'est un critère qui a considéré. Et si par contre tu dois monter à 4, 6, 8 milligrammes, là, c'est difficile de le faire par le café. Donc dans ce cas-là, tu as des gélules ou des comprimés, des capsules de caféine qui sont proposées. Donc on rentre dans une autre sphère que la partie nutrition, sans parler de gestes dopants ou quoi que ce soit, mais on va chercher véritablement un composé ergogène dans un but d'optimisation des performances. Et alors souvent de manière là aussi assez empirique, hein, on dit ça augmente de 1 à 2% à peu près les performances. C'est très variable hein, en fonction du type d'effort et autres. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une démarche pour moi qui est plus marquée que le fait de se faire plaisir avec 2 cafés parce que tu aimes bien ça avant un effort. Donc quand tu prends un gel, en général, on est sur des quantités de caféine qui ne répondent pas en fait à ces quantités-là. Donc ça a plutôt un effet de stimulant sur le côté fatigue, si tu veux, et notamment quand on fait des ultras, du long, on court la nuit ou autre. Ouais, ça peut être un élément de soutien, pourquoi pas, mais on n'est pas véritablement dans l'effet ergogène qui est documenté, où là on est dans des dosages plus élevés, comme je l'indiquais, quoi. Ce qu'on va trouver dans les boosters finalement. En musculation, tu vois, c'est Oui, c'est- c'est complexe avec de la citrulline, de la bêta-alanine, de la caféine. euh, oui, tout à fait.
Ou sinon, tu l'as en caféine pure, en fait, ça dépend des Hmm. marques et autres, mais oui. Et alors, et pourquoi pas se prendre un petit déca? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est pas le piège? Un déca, et même je me suis pris un déca à 16 heures avec 2 carrés de chocolat noir. Est-ce que là je fais est-ce que c'est pas le vrai faux pas, ça? Ça dépend du pourcentage de cacao dans ton chocolat. À Mais 80%. non, en Parce plus, qu'on n'a pas évoqué le parfait. cacao, là-dedans. Ouais. Non, non, c'est vrai. Mais oui, d'ailleurs, il y a un peu de caféine, hein, à ce niveau-là. On estime il y a en fait, c'est quasiment 200 milligrammes pour 100 grammes de cacao. Donc on parle bien de cacao, hein, et pas du tout de chocolat. Donc sur, 2 carrés à 70-80, bah, tu vas être, peut-être dans je sais pas, une vingtaine de milligrammes de caféine, quoi. Donc pour donner un ordre d'idée, hein. Après, tu as la théobromine, bah, tu as d'autres composés dans le café, dans le chocolat, pardon, qui peuvent interagir. Et alors, pour te répondre sur le déca, à proprement dit, le déca a encore de la caféine. C'est-à-dire que justement, tu as tout à fait raison par rapport à cette remarque, à savoir que ça peut être un faux ami, parce que les gens boivent même à 21h, 22h, après un repas le soir, un déca, en se disant bah, ça impactera pas mon sommeil. Alors certes, de manière beaucoup moins marquée qu'un café classique, mais finalement, quand on compare 10, 20 milligrammes versus 80 milligrammes, 100 grammes, bah, on est quand même sur un apport qui n'est pas insignifiant. Et après, il y a la méthode d'extraction de la caféine. Et on a en général 4 méthodes d'extraction qui existent. On a le CO2 supercritique, on a la solubilisation dans l'eau, tout simplement. Et on a des méthodes plus chimiques. Et c'est vrai quand on achète des, euh, des décas d'origine bio, on sait qu'on est sur les deux premières méthodes. Donc ça, c'est plutôt ce que je conseille. Après, on ne sait pas quelle est la quantité de solvants résiduels dans le déca. C'est une grosse nébuleuse, on va À dire. Ça, c'est éviter, c'est à c'est éviter. incroyable parce que moi, je bois du déca et c'est vrai que je fais attention à lire les étiquettes, mais il y a jamais rien d'écrit dessus. C'est quand Sur même, le, ah ouais, c'est fou sur le décaféiné, on voit pas les méthodes de décafé il y a rien d'écrit, je suis oui, content de savoir que le bio, au moins, c'est un peu plus «safe» entre parenthèses, mais c'est vrai que c'est fou quand même qu'il y ait ce vide au niveau de l'information. oui, Mais bah c'est, après, oui, pardon. est-ce que c'est pas comme boire une bière sans alcool, mais en fait, il y a 3 degrés dans la bière que je bois? Tu vois, Oui, c'est un déca, mais pas vraiment, quoi. oui, bah, c'est pour ça que je parlais de la quantité en fait, hein. C'est en gros 10-20 milligrammes, c'est quand même pas négligeable, en tant Mm. que tel. Mais pour revenir sur la question en fait, des solvants, on a ce qu'on appelle soit de l'acétate, d'éthyle, soit du chlorure de méthylène. Et en fait, c'est des composés effectivement qui vont pas être, mentionnés sur l'étiquette parce que c'est des auxiliaires technologiques. Là, on rentre dans un autre un autre domaine, une autre sphère et qui malheureusement, en fait, c'est pour ça que je parlais du côté nébuleux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas véritablement, parfois dans certains process, quels sont les composés qui peuvent être utilisés, parce que les auxiliaires, c'est normalement des composés qui vont être utilisés à un moment donné du process, mais qui vont être retirés ensuite. Donc on considère que de manière résiduelle, c'est faible et donc on n'a pas besoin de le mentionner. Sauf que on ne sait pas véritablement parfois, on est en train de se poser des questions aussi par rapport aux huiles raffinées, par exemple. Dans le cas du raffinage, on va utiliser des solvants et on se rend compte que ce ne serait pas aussi anodin que ça. Comme pour les additifs qu'on utilise beaucoup dans l'agroalimentaire, on les a considérés comme totalement inoffensifs entre guillemets pendant longtemps, et là on commence à revoir un peu la copie pour certains d'entre eux. Donc c'est vrai que si tu vas vers du bio, au moins tu sais que, en fait, quand je dis sur la solubilisation classique, c'est le charbon actif en général qui va être utilisé, ou le CO2 supercritique, et là il n'y a absolument aucun souci. Et le problème, c'est que tu perds en goût, en fait. Ça, on le voit bien en général entre un déca et quand on aime bien le café, entre guillemets, un bon café, c'est le prix à payer à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est des méthodes qui, en plus, bah, augmentent la perte de goût, si tu veux, par rapport aux solvants chimiques, quoi. Mm. Je pense que pour conclure, je sais pas si vous êtes OK, les gars, parce qu'on a bien, bien fait le tour sur le café. Est-ce que tu peux Moi, nous... j'ai une question encore. Ah oui, ben oui, mais Vincent, il veut le Ah ouais. format long de 2 heures. Il en peut plus. Non, On mais te juste, laissera. T'inquiète j'ai le pas, droit ou t'inquiète pas? pas. Il a le droit, tu as le droit. Attends, moi d'abord, moi d'abord. Non, Ok. mais là, tout à l'heure, je vais faire mes courses. Je prends mon paquet. Je regarde quoi? Bio, étiquable. Il faudrait dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait les deux dessus.
Torréfaction intermédiaire, c'est ça, Oui. en grains. Mmh. Qu'est-ce que j'ai Torréfaction raté? torréfaction intermédiaire, tu sauras pas, sauf si tu vas, encore une fois, dans une brûlerie et tu auras la personne. Bio, oui pour le coup et au niveau Du du label? label, là, c'est encore un autre sujet. Tu as Fair for Life, pardon, tu as des labels qui sont plutôt intéressants. C'est vrai que tu as d'autres labels, je sais pas, Max Havelaar pour le citer et cetera, qui sont pas forcément, aussi pertinents qu'on peut l'imaginer. Donc, là, on est dans le côté plus éthique, tu vois? Que dans le côté, Mmh. nutrition, écologie et cetera. Mais comme tu le dis, qui est un argument, important. Donc, je sais pas, je réponds à moitié à ta à Et ta donc au question, niveau mais nutritionnel et intrants chimiques, déjà le garde-fou, ce serait d'avoir le label bio dessus? oui, c'est pas vraiment un garde-fou, c'est un pseudo garde-fou parce qu'en fait, ouais, je suis navré, hein, je Ah donne mais pas c'est bien, tu as Et raison. je vais arrêter le café, en fait. Ouais. Non, 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 mais tu sais, ça c'est pas je dis pas ça spécifiquement pour le café, mais il faut savoir que le label bio, c'est un cahier des charges avec une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Donc ça veut dire qu'on n'a pas utilisé d'intrants chimiques, bah, que l'agriculteur on n'en a pas utilisé. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, dans l'environnement, dans le sol et cetera. Selon les pays, on a des réglementations qui ne sont pas les mêmes et c'est vrai que autant quand on parle, d'une courgette ou autre qui vient de l'Union européenne, on a une harmonisation du cahier des charges. Autant dans des pays qui voilà, sont plus lointains, etc., on a parfois des labels qui sont très pertinents, d'autres qui ne le sont pas. Et en fait, il n'y a pas forcément une reconnaissance mutuelle. En fait, il y a un certain nombre de pays qui ont les mêmes reconnaissances et d'autres moins. Et puis, il y a des notions d'audit, en fait, de contrôle, de vérification, en fait, du respect du cahier des charges qui sont plus ou moins exigeants en fait selon les pays. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, les contrôles ils sont inopinés, ils sont assez fréquents. Là où dans d'autres pays, en fait, c'est très aléatoire, voire inexistant. Donc en fait, le cahier des charges sur la base, il est bon, mais dans la réalité, il n'est pas forcément appliqué. Il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là, quoi. Ouais. Donc en fait, et la plupart du temps, ça va être du marketing. On Non, va non. potentiellement, on va vendre du café trop cher pour ce que c'est. Alors trop cher pour ce que c'est, il y a potentiellement des chances, mais Ah, le label bio est pas marketing, si tu veux. Je dis juste que c'est pas un label qui te garantira qu'il n'y a pas de pesticides, en mmh. fait. Donc c'est pour ça que c'est un mi-garde-fou. C'est-à-dire que c'est effectivement plus intéressant et dans la plupart des pays, c'est bien respecté, etc. Mais il faut pas le voir comme une vérité absolue, quoi, si tu veux. C'est plutôt dans ce sens-là que je disais ça. Mm. Ouais. Moi, j'avais une autre question sur les systèmes, le système, urinaire. On Mm. peut entendre que le café, c'est une boisson diurétique et je me faisais, le cheminement. Est-ce que c'est dû, en fait, à la détoxication du foie? Vu que la caféine, en fait, elle va être solubilisée, elle va être évacuée par les urines. Est-ce que ça augmente, cet effet, diurétique ou pas du tout? Mmh. Alors pareil, bonne question, c'est variable selon les individus et selon en fait le niveau d'exposition à la caféine. C'est-à-dire que globalement, on estime qu'il faut monter jusqu'à au moins 300 milligrammes de caféine pour avoir un effet diurétique d'environ 10 par rapport au volume consommé. Donc au final, c'est pas si marqué que ça et c'est un effet qui est transitoire. C'est-à-dire que ça va être marqué chez les gens qui sont pas habitués à boire du café et qui vont se mettre à en boire des grandes quantités, et en fait s'il continue à boire cette quantité, l'effet diurétique va se réduire. Il y a une notion d'adaptation au niveau rénal qui fait que voilà, c'est peu marqué. Donc l'idée de te dire je bois pas de café parce que ça me déshydrate, au sens diurétique du terme, c'est pas vraiment le cas. Sauf, je te dis, personne peu habituée qui en boivent beaucoup au départ. Est-ce que tu as une dernière question, Vincent, ou pas? Je vois que tu Bien sûr, as j'en ai encore allez la tête. 45, mais non, on peut finir par la dernière. Dans toutes tes interviews, tu parles quand même de la conscience, environnementale, associée à la conscience, de santé, la conscience sociétale. Il y a vraiment un impact, sur le climat, au niveau éthique de consommer du café. Qu'est-ce que Oui. tu pourrais, nous dire? Bah, merci de terminer par cette question parce qu'effectivement, elle est, en tout cas pour moi, très importante. J'ai envie de te dire même plus importante que tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, au sens où il y a
oui, des impacts, hydriques, alors qui sont pas forcément très importants, des impacts, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, plus par rapport au transport que simplement, en fait à la production à part entière. Il y a des productions qui sont ombragées, d'autres qui ne le sont pas et ça a des impacts notamment par rapport à la biodiversité et au respect, en fait, des écosystèmes autour des plantations et à la notion aussi, d'éliminer, tout l'écosystème pour me permettre d'avoir plus de caféiers et cetera. Donc c'est, aujourd'hui, on sait on va en avoir de moins en moins parce que c'est des plants qui sont pas assez résistants par rapport au réchauffement climatique et à cette atteinte de biodiversité, sauf, je parlais des robustas tout à l'heure ou des OGM qui sont en train d'émerger justement pour pallier un petit peu cet aspect et c'est bien sûr pas la solution, à mon sens. Donc en fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du moulin à café et de grains, de moudre ses propres grains. C'est-à-dire d'être en conscience avec le fait que tu te fais vraiment plaisir avec une boisson. C'est là où je parlais aussi d'acheter peut-être quelque chose de plus cher, mais que tu vas prendre moins souvent et te dire que oui, ça a un impact, donc t'en profites au sens positif du terme, plutôt que d'aller, excuse-moi du terme, mais t'enfiler 6-8 cafés dans la journée, instantanés au café, au distributeur, etc. Parce que tu as besoin de caféine pour te stimuler. Et c'est pour moi ni cohérent pour la santé, ni pour l'écologie. Donc vraiment le prendre comme quelque chose de noble, en fait, et le déguster, voilà, au sens propre. Magnifique. Finalement, on est tous d'accord pour se dire que d'acheter une tomate qui vient de l'autre bout du monde, c'est une aberration, mais on boit tous du café qui vient de l'autre bout du monde. C'est Et il ça. n'y a pas, il y a, il y a pas de plan de café à moins de 1000 kilomètres de chez nous. Non, on n'en a pas, Enfin, pas à ma peut-être connaissance. moins de 4000 plutôt. Ouais, peut-être, je pourrais pas te répondre précisément à la distance, mais effectivement, quand on parle d'Afrique, quand on parle d'Inde, etc., on est sur d'Amérique, on est sur des zones qui sont forcément lointaines. Et en fait, là, je vais donner une comparaison qui est un peu stupide entre guillemets, mais quand on regarde les référentiels par rapport au niveau d'émissions de gaz à effet de serre, c'est des référentiels qui sont discutables. C'est pour ça que je dis que mon exemple n'est pas forcément à retenir, mais rapporté au poids, en fait, le café est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre après les ruminants notamment. Mais on va manger 120 ou 130 grammes de steak. Après, on pourrait discuter de l'impact écologique du steak, c'est un autre sujet. Mais quand vous allez moudre 3-4 grammes de café ou 5 grammes, bien sûr, ça n'a pas du tout le même impact parce qu'en fait, on a une quantité qui est infime. Mais c'est juste pour montrer que c'est pas si négligeable que ça. Et effectivement, ça dépendra après de la zone géographique, quoi. Mais ce serait pas le même problème avec le cacao. Si, bien sûr. Si, complètement. Complètement. Mais vous m'avez pas demandé de parler de cacao. Moi, j'aime pas. Non, non, non. Voilà. Tente pas Vincent comme ça. Tente pas Vincent. Non, mais c'est vrai qu'on est tous là, on est tous les 4. Je faisais mes petites recherches, je crois qu'il y a 60 de la population mondiale qui boit du café, donc c'est quand même, super important. Bon, c'est ChatGPT qui m'a dit ça, hein, je sais pas si c'est vrai, Je sais pas. Je sais pas. mais ça a l'air d'être important et tous les 4, on est en train de boire du café. Il y a aussi cette notion de plaisir. C'est moi, quand je bois un café, même si c'est un décaféiné ou peu importe si c'est un robusta, un arabica, moi, ça me fait du bien à la tête. Je suis moins fatigué. Il y a aussi cet effet placebo à boire un bon café. Et puis, placebo ou pas, c'est là où je parle de le faire en conscience, en fait. C'est de te dire, effectivement, tu apprécies véritablement ton café et comme tu dis, c'est un lien social, il y a plein de choses, en fait, autour du café. Donc, pour la question de l'écologie, c'est plus de le remettre dans un contexte, global de la personne. C'est-à-dire que, tu vois, peut-être que tu vas pas être «parfait» entre guillemets sur ce côté, café ou cacao si on parlait du chocolat, mais à côté, tu as une démarche qui est cohérente, qui fait que tu peux te permettre, tu vois, dans la somme, de te faire plaisir avec ton café. Si par contre, encore une fois, tu bois 6 cafés de la machine à café et qu'à côté, tu fais entre guillemets, tout et n'importe quoi, forcément le curseur est pas placé de la même façon, quoi. Est-ce que pour conclure, tu pourrais peut-être nous
proposer, je sais pas, une boisson plus éthique, plus écologique pour tester peut-être? Parce que des fois on reste sur ce qu'on connaît, ce que nos parents prenaient aussi, dans le passé. Est-ce qu'il y a une boisson qui pourrait être un peu, on va pas dire, j'imagine qu'il y a pas de solution parfaite, mais est-ce qu'il y a un avenir, quelque chose de possible un peu plus, radieux? La Oui, bah, tu as chicorée. tous les voilà, les succès d'années de café donc effectivement la chicorée, est très très intéressante, notamment parce qu'elle a une activité prébiotique. Donc elle vient nourrir les bactéries du microbiote et aujourd'hui, c'est un produit qui revient vraiment à la mode, hein. C'est pas la chicorée de nos grands-mères, qu'on connaissait, et qu'on n'aime pas forcément et puis sans citer de marque, à ce niveau-là, mais il y a vraiment des choses sympas qui sont en train de se faire et puis il y a, alors moi je suis en Bretagne, mais il y a du ca bah, pas du café, mais en fait, un succès d'année de café à partir de sarrasin torréfié. Donc c'est des choses qu'on retrouve, il y a comme ça des alternatives qui existent. On pourrait parler des champignons également, hein, qui commencent à arriver. Donc après le côté, champignon, c'est plus l'aspect, adaptogène, donc pour remplacer l'effet de la caféine, ce qu'on n'aura pas avec le sarrasin ou avec la chicorée, par exemple. OK. Ben écoute, merci beaucoup Anthony d'avoir été, dans ce format moyen en fait, hein. On était ni sur un format long, ni sur un format court. Format Promis, mi-long. on fait des progrès, on essaye de réduire une fois par semaine. On restera bien sûr sur notre format long. En tout cas, le livre d'Anthony, on le mettra le lien en description. Il y a 41 préjugés comme ça. Je crois qu'on pourrait y présenter presque. Tu as fait combien de livres en tout, Anthony? Tu vas dire 4? Je vois Pierre qui Ouais, m'éloge, c'est pour ça. Toi, merci. tu as combien? Tu en as 4, Ça, c'est pour 5? se défendre. Ah ouais. En fait, il y en a 7, Ouais, 7. c'est-à-dire qu'il y a bah, alors, il y en a quand je dis 7, en fait, il y en a 4 en co-écriture, c'est-à-dire que j'étais auteur à 50, donc 3 sur la partie, sportive avec, Pascal Balducci, sur la partie, vraiment, entraînement et moi la partie, nutrition. Le guide Yuka, que j'ai écrit, avec, Julie, Chapon, qui est la fondatrice de Yuka et donc ça en fait 4 et effectivement après les 3 qui sont, Ça, c'est les tiens. uniquement les miens, voilà, au C'est les sens, tiens. le seul, On le seul. mettra les descriptions de toute façon en bas de la vidéo. On va essayer de faire une autre vidéo avec Anthony qui sortira sûrement la semaine prochaine. Promis, on essaie de faire quelque chose d'un peu plus court. Et sinon, ben, on fait ce qu'on peut de toute façon, promis. C'était trop intéressant. Merci beaucoup à Anthony. Et Merci. à très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, poser vos questions comme d'habitude. Et oui, on Ciao, se ciao. régale. Allez, Merci ciao tout le beaucoup. monde.